Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le CambioGab, l'émission qui met de la lumière sur toutes vos interrogations en matière d'assurance et qui va au-delà. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moteur silencieux, le cœur. Quand il bat moins vite, ce sont nos finances et notre santé qui prennent un coup. Avec moi aujourd'hui sur cet épisode, je reçois deux invités, Dr Joyce Roumenou, qui va nous parler des bons réflexes à adopter pour une bonne santé, et Madame Yasmine Diaké, qui est tout le temps en lien avec les clients, qui va nous relayer les vraies questions du terrain. Toujours avec moi sur ce plateau, Monsieur Alfred Sagoran, qui se fera encore un plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le CambioGab. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, docteur, je vais commencer par vous. Je vais vous laisser vous présenter et vous allez répondre à quelques interrogations pour nos internautes. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être à ma première participation au CambioGab. Et je suis le docteur Joyce Roumenou, médecin cardiologue et promotrice de la clinique Cœur Précieux à Cotonou, présidente de l'association Au Cœur de la Vie, à travers laquelle je suis très engagée pour la prévention cardiovasculaire, qui est quand même le socle d'une meilleure santé dans nos conditions socio-économiques. D'accord, merci docteur. Alors docteur, ma première question, comment l'on se sent réellement dans son corps ? Alors, quand vous me posez cette question, j'ai envie de vous retourner la question en disant comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Alors, le cœur, c'est, comme vous l'avez dit, ce moteur, cet organe noble que nous avons tous à l'intérieur de notre poitrine qui a pour rôle de redistribuer le sang à tous les organes, y compris lui-même, à travers des tuyaux qu'on appelle les artères. Et ce sang-là va lui revenir à travers d'autres tuyaux qu'on appelle les veines. Ensemble constituent le système cardiovasculaire qui intéresse ma pratique au quotidien. Et tant que tout ce système fonctionne bien, on se sent bien. D'accord. Quelles sont les vraies menaces du cœur ? Disons que le vrai danger au niveau du cœur, du système cardiovasculaire actuellement, c'est qu'il faut déjà comprendre une information. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité au plan mondial, avec plus de 17 millions de décès par an. Et quand on veut comprendre au quotidien, ça fait près de 50 000 personnes qui décèdent chaque jour d'une complication cardiovasculaire. Ça nous interpelle. Et les pays en voie de développement comme le nôtre ne sont pas épargnés. Chez nous aussi, cette tendance est valable. Et autrefois, par le passé, on se disait que les maladies cardiovasculaires, c'était pour les personnes âgées. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'apanage des personnes âgées. C'est plus des jeunes qui sont concernés par ce problème de santé publique, puisque c'en est un. Et parmi les maladies cardiovasculaires, on a beaucoup de pathologies qu'on qualifie de tueurs silencieux, parce qu'on peut être porteur de ces maladies-là sans rien ressentir, comme la pathologie la plus fréquente, l'hypertension artérielle, qui est quand même la première cause de décès par maladie cardiovasculaire, dont on peut être porteur sans ressentir aucun signe. Donc, premier danger, c'est la première cause de décès au plan mondial actuellement. Et second danger, on peut ne rien ressentir jusqu'à l'apparition d'une complication cardiovasculaire. Alors, quels sont les gestes simples de tous les jours, les petits gestes qu'on peut adopter pour quand même éviter ces maladies ou mieux y faire face? Par rapport aux gestes qu'on va adopter pour mieux prévenir les maladies cardiovasculaires, disons que ces gestes vont reposer sur l'éviction d'un ensemble de circonstances que nous, on va qualifier de facteurs de risque cardiovasculaire. Parce qu'avant de mieux comprendre ce qu'il faut faire pour se protéger, il faut déjà cerner quelles sont les causes, quelles sont les circonstances qui vont conduire à l'installation de maladies cardiovasculaires. Et ces causes-là, nous, on les range sous un groupe qu'on qualifie de facteurs de risque cardiovasculaire.
Parmi ces facteurs, il y en a qui sont heureusement modifiables et ce sont eux qui vont constituer la cible de nos gestes de prévention. Et il y en a qu'on ne peut pas toucher. Heureusement, ce sont les moins nombreux. C'est par exemple l'âge. Quand on est un homme qu'on a plus de 50 ans, quand on est une femme qu'on a plus de 60 ans, c'est le fait d'être de sexe masculin. Vous me demanderez pourquoi. C'est simplement parce que les femmes, pendant toute une partie de leur vie, sont protégées par des hormones qu'on appelle les œstrogènes, mais qui disparaissent bien sûr à la ménopause. Et c'est l'hérédité, le fait d'avoir des antécédents dans la famille. Ça, c'est des facteurs qu'on ne touche pas, mais quand on est porteur de ces facteurs-là, on comprend qu'il faut faire plus attention que quelqu'un qui n'en a pas du tout. Maintenant, les facteurs sur lesquels on va vraiment agir pour faire la prévention des complications, c'est déjà l'hypertension artérielle. Donc, on va faire un dépistage précoce de cette pathologie, parce que tout à l'heure, je l'ai qualifié de tueur silencieux. Dès qu'on est à l'âge adulte, il faut systématiquement mesurer sa pression artérielle, un geste très simple. Et quand il y a une hypertension artérielle qui est confirmée, il faut pouvoir la prendre en charge, parce que une hypertension artérielle, c'est quand même un risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, multiplié par 8. C'est un risque d'insuffisance rénale, la pathologie qui conduit à la dialyse, multiplié par 6. Donc, ce genre de facteur qui est le principal facteur de risque cardiovasculaire, il faut en faire une bonne maîtrise. Il faut pouvoir avoir des chiffres tensionnels équilibrés avec un bon traitement et un bon suivi. Les autres facteurs qui sont également dangereux, c'est le diabète, le fait d'avoir un taux de sucre élevé dans le sang. Quand on a ce type de pathologie, il faut avoir un bon suivi et en même temps, on associe les gestes de prévention pour ceux qui ne l'ont pas encore, heureusement. Dans l'alimentation, globalement, quand vous voyez un cardiologue, il va vous dire manger moins salé, moins gras, moins sucré. On commence toujours par le sel à cause de l'hypertension artérielle. Parce qu'entre le sel et l'hypertension artérielle, il y a une relation qui est très directe. Plus c'est salé dans l'assiette et plus la pression artérielle sera élevée. À juste titre, quand vous cuisinez une sauce et que c'est trop salé, vous rajoutez un peu d'eau. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos artères, dans l'organisme. Quand il y a trop de sel, l'organisme essaie de diluer un peu et la pression devient trop forte dans les vaisseaux. Donc, le sel, très important, il faut diminuer. En pratique, on dit qu'il ne faut pas dépasser 5 grammes par jour, mais dans notre quotidien, on dépasse largement 20 grammes. Donc, c'est l'un des facteurs très importants qu'on doit cibler. Après, tout ce qui est sucré, naturellement. Tout ce qui est gras, pour ne pas qu'il y ait beaucoup de mauvais cholestérol. Parce que le mauvais cholestérol va se déposer dans les artères qui sont censées nourrir les organes. Et c'est là la base des plus grandes complications qu'on observe aujourd'hui. L'AVC, dans sa forme la plus fréquente, AVC ischémique, c'est parce qu'il y a une zone du cerveau qui a été privée d'apport de sang. Ce parce que l'artère qui est censée lui apporter le sang s'est peut-être bouchée. Donc, encore une fois, on fait attention. On essaie de privilégier les fruits, les légumes. Ce sont des gestes de prévention parce que ça apporte des choses qui sont bien pour le fonctionnement du cœur, pour les artères. On va essayer de ne pas être inactif, c'est-à-dire qu'il faut avoir une activité physique régulière et il ne faut pas être sédentaire. Là encore, beaucoup vont se demander pourquoi je parle d'inactivité physique et de sédentarité, parce que c'est deux conditions bien différentes. Il faut essayer de faire la marche rapide, par exemple, ou toute autre activité que vous aimez pratiquer, au minimum 3 fois par semaine. Et pour nous tous qui sommes ici, si on est jeunes, tous les jours, c'est possible de le faire. Par contre, quand vous êtes au boulot, même si vous avez une activité physique fréquente, il ne faut pas rester assis plus d'1 heure, plus de 2 heures. Il y en a qui, dès qu'ils entrent au bureau le matin, ils sont assis du matin jusqu'au soir. Et ça, c'est de la sédentarité. Et c'est l'une des conditions qui peut favoriser la formation de caillots dans l'organisme. Donc, encore une fois, des gestes simples qu'on doit intégrer dans notre quotidien pour ne pas développer des maladies cardiovasculaires. On va modérer notre consommation d'alcool. On va éviter le tabac. On n'a pas dit modérer dans ce cas, mais éviter le tabac parce que c'est un risque d'AVC multiplié par 2. On va éviter la chicha également parce que c'est le même risque. Beaucoup disent, je ne prends pas, moi je ne fume pas, je ne touche pas à la cigarette, je prends la chicha. C'est le même risque. Il y a un risque d'AVC qui est également augmenté. Et enfin, on va mieux gérer le stress. Parce qu'aujourd'hui, le stress, c'est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire qui est très présent dans nos quotidiens et dont les complications sont là, elles sont visibles et dans la pratique, on les touche du doigt au quotidien, surtout chez la population jeune. Donc, c'est un peu long, mais voilà quelques conseils très importants pour mieux se prémunir des complications cardiovasculaires. Je suis contente d'entendre tout ça. Tout à l'heure, dans les coulisses, il y a Madame Diaquette qui disait « On écoute, mais on ne fait rien. »
fait, on n'écoute pas. Je ne sais pas si vous avez des questions, Oui, M. Sagoran ou Mme Diakate, à l'endroit du docteur, puisqu'on est là pour profiter et avoir vraiment des conseils. Je délectais quand elle était en train de communiquer sur le sujet. J'ai quelques préoccupations. Est-ce que ne pas du tout consommer le sel, éviter totalement de consommer le sel, est-ce que ça peut être bon pour l'organisme? Ne pas du tout en consommer. J'ai connu des gens qui disent, moi je ne consomme pas du sel. Première question. Deuxième question, quand j'ai suivi une nutritionniste qui me dit, bon, elle-même elle a fait l'expérience de consommer beaucoup de fruits et légumes et elle-même reconnaît en avoir abusé. Est-ce que là, c'est l'excès qui est le problème ou bien quel est son problème à ce niveau? Et la troisième question, je dis, chaque fois quand vous dites il faut faire la marche rapide, je dis, mais moi je préfère une marche douce que je peux faire jusqu'à l'âge de 70, 75 ans pour que je ne sois pas amené à changer de rythme de marche quand je suis en train de grandir. Pourquoi vous dites marche rapide et pourquoi vous ne dites pas une marche au rythme normal de la personne? Alors, merci pour ces questions pertinentes. Par rapport à la consommation de sel, c'est vrai que la question revient de temps en temps. Parce que nous, habituellement, ce qu'on conseille, c'est de réduire sa consommation de sel. Et il y en a qui préfèrent ne pas en consommer du tout. Je ne dirais pas que c'est dangereux parce qu'à la base, tous les aliments que nous consommons dans leur état brut, il y a une certaine quantité de sel déjà. L'élément que le sel va apporter, qui est le sodium, il y a un certain pourcentage dans chaque type d'aliment. Ce qui fait que même les légumes, quand vous les prenez à l'état brut comme ça, sans ajouter du sel, en les consommant, ils apportent quand même leur petite part de sodium. Donc, même si elle dit qu'elle ne rajoute pas du sel dans son alimentation, cela ne veut pas dire que dans tout ce qu'elle consomme, il y a zéro sodium. Donc, c'est déjà présent. Les aliments, ils apportent quand même du sel pour une part. D'accord. Et c'est comme, par exemple, on va prendre une situation en pratique. Quelqu'un qui dit qu'il ne consomme pas de sel, mais qui prend des poissons de mer. Ouais, il y a du sel. Pour ne donner que cet exemple-là. Mais dans la plupart des aliments que nous consommons, il y a toujours un faible pourcentage de sel qui est apporté. Et c'est même pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas rajouter trop de sel, parce qu'on sait qu'il y en a déjà qui est présent. D'accord. Maintenant, par rapport aux fruits et légumes, effectivement, cette question aussi revient souvent. En pratique, ce qui est conseillé, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour. Et les gens abrègent et puis disent juste 5 fruits et légumes par jour. Donc, beaucoup se disent, mais comment je vais faire pour prendre 5 fruits et légumes par jour? Et ils ne comprennent pas que c'est des portions. Donc, je vais expliquer comment on peut faire en pratique pour que ce soit plus simple à suivre comme consigne avant d'aborder le cas de la nutritionniste qui pensait en avoir abusé. Quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, en pratique, il suffit de répartir sur les différents horaires auxquels nous prenons nos repas de la journée. C'est de prendre un fruit le matin, un fruit à midi, un fruit le soir. Quand je parle de un fruit, c'est pour dire une portion de fruits. Là, on a déjà fait 3 portions sur les 5. Et c'est de mettre une portion de légumes à midi et de mettre une portion le soir. Et ça fait les 5 portions de fruits et légumes par jour. Quand on a réparti comme ça, en fait, on ne sent pas la contrainte derrière comme ça peut se présenter lorsqu'on donne ce conseil. Pour ceux qui sentent qu'ils en ont abusé, il y a un cas qui est fréquent. Il y a certaines personnes chez qui les intestins, ces organes dans l'abdomen qui ont pour rôle de digérer les aliments, les intestins sont un peu fragiles et il y a certains aliments qui digèrent difficilement. Donc, ces personnes-là, parfois, elles viennent vers nous et elles disent « Docteur, vous avez conseillé de prendre beaucoup de légumes et moi, j'en prends beaucoup, mais ce que j'ai comme conséquence, je me sens souvent ballonnée. Je pense qu'il y en a en excès en suivant ce que vous nous conseillez. » Mais c'est simplement parce que chez eux, le fait qu'ils ont un intestin irritable fait que quand ils prennent des légumes qui sont crus, il y a une fermentation qui se produit et puis il y a des gaz. Ils peuvent se sentir ballonnés. Et c'est souvent à cause de cet effet-là, cette conséquence-là, que beaucoup trouvent qu'ils sont dans l'abus. Quand on a ce type d'intestin, c'est de préférer des légumes qui sont plutôt cuits
que les légumes crus. Donc, en toute chose, c'est d'apprendre quand même à connaître son corps. Moi, je dis souvent à mes patients, il faut toujours apprendre à écouter son corps parce qu'il envoie de petits signes. Il y a des aliments, quand vous les consommez dans la journée, vous ne vous sentez pas bien. Et après, quand vous expliquez au médecin, il peut vous dire, bon, peut-être que vous avez développé une intolérance à cet aliment, peut-être que chez vous, la digestion pour ce type d'aliment est devenue plus difficile. Mais quand on a appris à écouter son corps et qu'on a cerné les signaux qu'il nous envoie, on sait comment se comporter par rapport à l'alimentation. C'est comme dans les conseils de gestion du stress, par exemple, on dit aux gens, il faut bien dormir la nuit, il faut dormir 6 à 8 heures chaque nuit. Et quand on ne nuance pas ce conseil, quelqu'un qui a une profession de nuit, il sera complètement perdu. Vous dites, il faut nécessairement dormir 6 à 8 heures par nuit. Et il y en a qui ajoutent même la condition, il faut que ce soit la nuit. Mais si la personne travaille la nuit, il ne peut pas dormir 6 à 8 heures par nuit. Donc moi, je dis oui, bon, 6 à 8 heures, mais s'il travaille la nuit, en journée, il va se créer les conditions, environnement très calme, sans lumière, pour pouvoir dormir les 6 à 8 heures par nuit. L'organisme, il s'adapte, le cerveau, il s'adapte. Donc, ce sont des conseils, mais qu'on nuance au cas par cas. Et ça me permet d'aborder la dernière question par rapport à la marche rapide, marche douce. C'est vrai que pour démarrer une activité physique, là encore, il faut écouter son corps. Pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de faire de la marche rapide et qui veut se mettre à l'activité physique, première chose même, il faut aller évaluer les performances du cœur, s'assurer que le cœur peut être soumis à ce type d'effort. Et dans la pratique, il va commencer tout doucement et accélérer progressivement. Parce que le cœur, il ne pourra fournir les performances correspondant aux efforts auxquels il est habitué. Donc, si vous le soumettez à une marche rapide alors que vous n'en faisiez pas du tout, vous vous sentirez très tôt essoufflé, il y aura des douleurs. Et pour les personnes qui avaient des facteurs de risque, ils peuvent développer une complication allant des moindres aux plus graves. Vous avez déjà entendu que lors d'un recrutement de concours militaire ou policier, des gens sont tombés pendant la phase de test, il y avait un arrêt cardiaque. On a déjà vu des joueurs de football faire un arrêt cardiaque sur le terrain. Le cœur, il ne faut pas le solliciter au-delà de ses performances. Et c'est cette nuance que j'apporte quand je parle de marche rapide. Quand je reçois quelqu'un qui a déjà 70 ans, qui n'était pas sportif, je ne lui dirai pas faire de la marche rapide. Je vais dire, il faut commencer par bouger, il faut marcher, mais en écoutant ses limites. Si vous vous sentez un jour trop fatigué, trop essoufflé, il faut pouvoir stopper. Mais quand on est jeune, il faut entraîner le cœur. Donc, en commençant rapidement et en commençant tout doucement et en s'entraînant à aller vers une marche rapide. Parce que quand on fait la marche douce, comme vous suggériez tout à l'heure, c'est que le cerveau ne capte pas que vous faites de l'activité. Ça fait partie de vos efforts de la vie quotidienne. Parce que c'est ce qu'on appelle les efforts de la vie quotidienne. Habituellement, même dans votre quotidien, vous marchez, vous allez prendre un truc dans la chambre, au bureau, on se déplace. Exactement. C'est un effort de tous les jours. Donc là, pour le cœur, c'est que vous n'êtes pas en train de l'entraîner. Vous continuez cet effort-là. Donc vous aurez beau faire ça tous les jours, ce n'est pas une vraie activité physique. Par contre, quand vous avez marché, vous avez transpiré, il y a eu de l'activité. Et le cœur s'entraîne parce que chaque fois qu'on fait un effort, qu'on augmente le niveau d'effort, le cœur aussi subit, il s'adapte, il devient plus rapide, la pression artérielle s'élève, après il revient à la normale. Et c'est des processus qui font qu'il devient entraîné à l'effort. Un cœur qui est entraîné à l'effort se défend mieux devant des complications cardiovasculaires. Ça, c'est très important. Celui qui a un cœur entraîné à l'effort n'aura pas les mêmes complications devant une crise cardiaque que quelqu'un qui n'avait pas un cœur du tout entraîné à l'effort. Du coup, il faut aller rapidement. Oui, c'est le rapidement là qui... En fait, je fais un petit complément là pour dire, en fait, je me dis, si nous voulons peut-être continuer de faire des activités de façon permanente jusqu'à même l'âge adulte, il faut adopter un rythme que nous pouvons garder jusqu'à tout âge. C'est pour ça que je dis le rapide là, puisque quand je vois les gens sont en train de faire marche rapide, on sent qu'ils se dépassent. Ils se dépassent dans ce qu'ils doivent faire habituellement. Et je dis, le dépassement, ça va durer combien de temps? Moi, je préfère quelque chose qui est permanent que quelque chose qui est ponctuel et après, je ne pourrai plus continuer.
Donc, c'est pour ça. Et effectivement, comme nous l'avons dit, c'est le faire tout en écoutant les limites de son Voilà, corps. Si exactement. la personne marche au point où ils se sont déjà très essoufflés et qu'il est en train de continuer d'accélérer, là, il y a un problème. Voilà. Clairement, il n'a pas écouté son corps. Mais quelqu'un qui a pris l'habitude de marcher rapidement, vous allez constater que même à un âge avancé, il va continuer. Les grands athlètes, aujourd'hui, parfois, vous recevez des gens qui ont été très, très sportifs, qui ont plus de 70 ans et qui continuent de faire 1 heure de marche rapide. Moi j'en ai comme ça parmi mes patients. Et le jour, il m'a dit qu'il fait 1 heure de marche rapide. J'étais un peu surpris. Mais après, surprise, pardon. Mais après, il m'a expliqué que depuis le jeune âge, il a toujours été très, très sportif. Quelqu'un comme ça ne lui dira pas il faut ralentir. Non. Mais celui qui n'avait pas l'habitude va lui dire il faut aller tout doucement. Là où on dit de faire 30 minutes, on peut dire à quelqu'un qui est âgé de faire, je sais pas, 15 minutes, après d'aller à 20 minutes. Mais celui qui a eu un cœur très entraîné depuis la base, il va continuer. Peut-être que c'est vrai, avec l'âge, le corps subit des modifications. Donc, il ira tout en écoutant son corps. La manière dont le cœur s'accélère pour répondre à la demande d'effort qu'on lui impose quand on est jeune, ce n'est pas de cette même manière chez la personne âgée. Donc, s'il sent qu'il se sent plus vite fatigué, il va commencer à ralentir tout seul. Mais il va maintenir. Par expérience, c'est ce qu'on a constaté. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci, docteur. Merci, docteur, pour toutes ces explications. Je vais pas en rajouter parce que vous avez tellement dit, vous avez dit des choses que nous savons. Vous avez dit également des choses que nous ne savons pas. Et donc, c'est toujours bon d'avoir ces échanges-là pour pouvoir nous remettre en question, nous remettre en cause. Surtout lorsque nous sommes jeunes, c'est maintenant que ça commence. Il ne faut pas attendre le temps fatidique pour pouvoir prendre une décision, puisqu'on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Je vais aborder un peu une dernière question, puisque j'avais une question qui allait dans le sens de ce que M. Sabouran a dit. Vous avez dit tout à l'heure, il faut éviter le sel. Il faut éviter trop de sel. Mais par contre, il faut réduire. Il faut réduire le sel dans notre alimentation, mais par contre, il faut éviter le tabac. Oui. Alors, il y a celui qui fume et celui qui respire la fumée. Donc, si celui qui fume est exposé, est-ce que celui qui respire la fumée, donc la chicha ou peut-être la cigarette, est-ce que cette personne-là également est sujet à choper, si je peux. Voilà, est-ce que cette personne est sujet à choper un cas de maladie cardiovasculaire? Je vous remercie. C'est vrai que la question, elle est très pertinente et elle mérite d'être abordée. OK. Parce que effectivement, la réponse va peut-être décevoir plus d'un. Mais celui qu'on qualifie habituellement de fumeur passif, c'est-à-dire qu'il ne fume pas, mais il est exposé parce qu'il a quelqu'un dans son environnement qui fume, sur le plan cardiovasculaire, il va présenter le même risque. On dit habituellement que quelqu'un qui fume a un risque d'AVC multiplié par 2. Mais un enfant qui a vécu tout le temps avec son père qui est fumeur, même si lui-même n'a jamais fumé, il aura ce même risque d'AVC parce qu'il a été exposé tout le temps aux substances. Le risque est vraiment là. D'accord. Et pas que pour le cœur, hein, pour les autres organes tels que le poumon. Vous allez voir que dans les pays où il y a les plus grands fumeurs, on a une fréquence de cancer du poumon qui n'est pas la même. Elle est beaucoup plus élevée parce qu'il y a cette exposition-là. Donc, ça, c'est des facteurs de risque qui sont très importants, qui sont présents chez nous. Et je veux bien dire que c'est des facteurs qui se sont implémentés dans notre quotidien par effet de suivisme. Parce que dans les pays de l'Occident, les autres, ils fumaient, surtout quand il faisait froid. Oui. Et après, il y a la dépendance qui s'installe. Tout à fait. Après, c'est devenu comme une pratique de luxe. Il y en a qui, vous voyez, dans certaines réunions, les gens veulent frimer parce que j'ai apporté tel type de cigare, j'ai apporté tel type de briquet, un briquet peut-être sophistiqué, je ne sais pas, en argent, en or. Donc, c'est devenu une pratique de luxe et par suivisme, on est tombé dans le même niveau de risque. Seulement que
on n'a pas les mêmes moyens pour se défendre devant les complications. Celui qui fume là-bas, il sait que de toute façon, s'il fait une crise cardiaque, infarctus myocarde dans notre jargon, on va mettre en place tous les moyens pour qu'il soit pris en charge. Mais combien de gens ici font une crise cardiaque dans la forme la plus grave, vont arriver à l'hôpital et on va dire, là, il faut sortir 1 million pour prendre un produit pour déboucher, pour libérer un peu le passage. Combien de gens pourront le faire? Tout à fait. Donc, Bah, je ne fume pas, mais je suis en boîte de nuit tous les soirs ou tous les week-ends. Je suis quand même exposée aux maladies cardiovasculaires. Oui, tout à fait. Franchement, merci, docteur, pour ces conseils. Alors, maintenant, on va parler un peu d'assurance. Et je vais me tourner vers vous, Madame Yasmine. Oui. Vous qui êtes en lien direct avec les clients, vous avez souvent l'habitude d'entendre leurs questions. Je vais vous laisser vous adresser à M. Sabouran pour lui relayer les questions qui reviennent souvent en matière d'assurance. Très bien. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Je vous en prie. Je me présente. Oui, bien sûr. Je m'appelle Yasmine Jacquet. Je suis donc la responsable santé auprès du courtier d'assurance Oléa. Nous sommes donc un courtier panafricain présent dans 26 filiales à travers l'Afrique. Nous sommes beaucoup plus dans le conseil, c'est notre premier rôle en tant que courtier, dans le conseil, dans l'étude sans frais des polices d'assurance des clients, dans la souscription et également la gestion de leur police d'assurance maladie. Et nous intervenons dans plusieurs types d'assurance avec bien sûr des partenaires assureurs avec qui nous travaillons. Donc, nous sommes en tant que courtier des représentants, on va dire quoi, du client, des représentants défendeurs de la cause des clients auprès des assureurs pour mieux leur proposer des assurances adaptées à leur secteur d'activité et à moindre coût aussi, parce que les clients aiment bien cette partie-là, le moindre coût. Et donc, au cours de nos réunions, habituellement, on a parfois des questions. Parfois, on dit toute question, même si elle est bête, elle est quand même une question auxquelles parfois nous essayons de répondre. Donc, je vais essayer de poser à M. Sabouran. Tout simplement, puisqu'il y a des internautes qui écoutent, il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle une assurance santé. Donc, tout de suite, j'ai envie de demander à M. Sabouran, qu'est-ce qu'une assurance maladie? Tout simplement. Merci beaucoup, Madame Jacquet. Je pense que c'est une bonne préoccupation de vouloir savoir qu'est-ce qu'on appelle une assurance et qui plus est une assurance santé. D'abord, une assurance est un mécanisme par lequel une personne que nous appelons le plus souvent souscripteur se fait promettre par une autre personne que nous appelons assureur qu'en cas de survenance d'un risque qu'il encourt, que l'assureur se substitue à lui pour pouvoir le remettre dans son état initial. Et comme exemple, je suppose quelqu'un qui court le risque comme nous sommes dans le cadre de la maladie, qui court le risque peut-être de tomber malade d'un paludisme, parce qu'il est sain, il n'est pas malade, mais étant donné qu'il circule, il peut tomber malade. Il peut être malade du paludisme. Il va se dire, au cas où je suis malade du paludisme, je voudrais que l'assureur puisse prendre en charge les soins qui vont découler de cette maladie-là. Voilà. Donc, voilà, par exemple, un mécanisme par lequel on peut dire, voilà ce que nous pouvons comprendre de façon ramassée par l'assurance maladie. Très bien. OK. Merci. Merci, M. Sabouran. Oui. Donc, c'est la prévention. Il faut, quelqu'un qui veut souscrire une assurance, il n'attend pas d'être malade pour aller courir vers l'assurance. Il doit toujours se dire, il se pourrait que quelque chose m'arrive. Exactement. Et donc, pour anticiper, voilà, donc c'est d'où ma deuxième question, l'anticipation. Pourquoi anticiper ? Pourquoi une personne lambda
que ce soit un adulte, que ce soit un étudiant, que ce soit un fonctionnaire, pourquoi une personne lambda devrait-il anticiper une assurance maladie, par exemple? Pourquoi une personne doit anticiper? Je pense que chacun, tel que nous sommes différents, nous avons des objectifs différents. Et il faut que nous puissions mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Je suppose par exemple que je suis un professeur, j'ai la charge des étudiants qui doivent réussir leur examen. Et il faut que je m'assure que je dois leur délivrer le cours nécessaire pendant un temps donné pour qu'ils puissent être aptes pour affronter les épreuves du baccalauréat dont on a donné le résultat récemment. Donc, par rapport à cela, mais dans mes efforts quotidiens, il peut arriver que je tombe malade ou bien que je fasse même un accident. Et le salaire n'est pas peut-être mobilisé là pour que j'ai les moyens pour aller me faire soigner le plus rapidement possible pour que je sois d'appoint pour continuer mon travail. Donc, c'est pour que je puisse être sûr que je vais atteindre mes objectifs. Il faut que je m'assure qu'un partenaire sera là pour m'accompagner en cas de besoin pour que je puisse aller me faire soigner. Parce que si nous prenons le cas de la maladie, nous ne savons jamais combien nous pouvons dépenser pour une maladie, que ce soit le simple paludisme ou bien un accident qui peut peut-être nous amener une fracture ou bien quelque chose comme ça. On ne sait jamais combien nous pouvons dépenser. Et pour pouvoir être sûr que nous allons faire face à ce soin, il faut être prévoyant et souscrire à un contrat d'assurance maladie pour que quand le risque va se réaliser, nous soyons en mesure de pouvoir nous soigner dans de très bonnes conditions et nous remettre en forme pour pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes en train de viser dans notre vie. Très bien, ok. Donc en clair, quand je vous écoute, l'assurance maladie, anticiper sur une couverture sanitaire, c'est quelque part investir dans la qualité de vie. Parce que vous avez abordé le sujet relatif au coût, puisque quand je n'anticipe pas justement, je n'ai pas l'idée de la prévoyance et que j'attends d'être malade avant d'aller me faire soigner, peut-être que j'ai pas sur le coup les moyens qu'il faut justement pour me traiter. Exact. Voilà. Oui. Sachant que j'ai peut-être mis du temps à accumuler, à aggraver la situation de ma maladie. Et donc, en termes de coût, au moment où survint cette maladie, le coût, il est beaucoup plus cher, alors que si j'avais une assurance, j'aurais pu faire un bilan éventuel, avoir des signaux qui allaient me permettre d'aller faire un check-up, etc. Et comme ça, j'allais prévenir peut-être ce mal qui venait d'arriver. Donc, c'est très important, comme vous l'avez souligné, que chaque individu puisse souscrire une assurance maladie. J'ai une question qui me vient. Je me demande si je dois vous la poser d'abord avant l'autre, parce que j'ai deux questions qui sont là tout de suite. Non, ne vous en faites pas, je vais vous la poser. Je vais vous la poser. Alors, tout de suite, aujourd'hui, en fait, l'État a rendu obligatoire l'assurance maladie. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, nous avons, j'ai envie de dire 2 catégories ou 3 catégories de personnes, d'accord? Je veux parler, par exemple, du secteur informel. J'ai le secteur informel qui travaille pour son propre compte. D'accord, les mécaniciens, les plombiers qui ont des familles, la vendeuse à Tokpa, par exemple, qui n'est pas employée dans une société et qui n'a pas cet avantage-là de voir son employeur lui souscrire une assurance. Et donc, de l'autre côté, j'ai un salarié, quelqu'un qui travaille dans une entreprise et donc il y a un employeur et qui bénéficie de cette assurance et donc il sait qu'il n'a qu'à débourser 20% de son salaire quand c'est une couverture à 80%, débourser 20% uniquement de son salaire pour bénéficier d'une prestation que s'il était seul et qu'il n'avait pas d'assurance, un produit allait lui coûter peut-être 10 000. Aujourd'hui, avec une assurance, il débourse uniquement que 2 000 francs par exemple.
Mais la bonne dame au marché, qui n'est pas éduquée, enfin, elle n'est pas allée à l'école, voilà, elle n'est pas allée à l'école, Elle n'a pas elle n'a l'information. pas l'information et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des produits adaptés pour quelqu'un qui ne travaille pas pour un employeur, d'accord? Et également, bon, pour quelqu'un qui travaille pour un employeur, ça, nous le savons déjà, mais j'ai beaucoup plus envie que vous me répondiez dans le sens de cette catégorie de personnes qui sont à leur propre compte et qui souhaiteraient, qui ont compris ce que c'est qu'une assurance maladie et qui aimeraient adopter l'assurance maladie en payant quelque chose pour prévenir les maux les propres maux de la personne et puis de sa famille, les enfants, la conjointe à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez leur proposer? Est-ce qu'il y a des produits adaptés pour cette tranche de personnes? D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir rapidement sur le mécanisme d'assurance pour vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est salarié et quelqu'un qui est au marché, par exemple, ou bien qui est dans le secteur informel. Quand nous parlons d'assurance, l'assurance maladie prend en compte les risques qui peuvent survenir à une personne, que la personne soit malade ou bien que la personne subisse un accident. Et si nous prenons le cas de maladie, c'est une altération du corps qui est spontanée, c'est-à-dire qui n'est pas prévue. Vous voyez, qui est imprévu et qui vient de façon spontanée. Là, que ce soit un salarié, ça arrive à un salarié ou bien ça arrive à quelqu'un qui n'est pas salarié. Si on prend un accident qui est un événement subit, qui est imprévisible, qui est parfois violent, c'est-à-dire tout le monde peut avoir un accident, que ce soit un salarié ou bien que ce soit un non-salarié. Donc, si on voit dans les deux cas, ça veut dire que toute personne court le risque de pouvoir avoir un bobo en cas d'accident ou bien en cas de maladie. Donc, si vous savez que vous courez le risque, ça veut dire que vous devez savoir que vous avez besoin de l'assurance. Ça, c'est la première chose. Maintenant, celui qui est soit salarié ou bien non salarié, le simple geste, c'est de pouvoir avoir une prévision et de pouvoir souscrire en amont une assurance maladie. Et pour souscrire à une assurance maladie, le plus souvent, nous le faisons avec des groupes organisés et nous voyons souvent quand c'est une entreprise et nous pouvons le faire également de façon individuelle. Okay. Quand quelqu'un est au marché, si c'est une entreprise qui n'est même pas déclarée et le groupe est formel, soit une association des transporteurs ou bien une association des collecteurs de ci ou bien de ça. Une fois qu'ils sont organisés dans un groupe donné, le groupe peut se déclarer et nous pouvons avoir une assurance de groupe. Et là, le mécanisme d'assurance s'applique à tous ceux qui font partie du groupe. Donc, le groupe sera en ce que nous appelons souscripteur ou bien preneur d'assurance et il va y avoir les assurés, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au groupe et eux qui ont peut-être leurs conjoints et leurs enfants à charge, ils vont les déclarer à travers ce groupe que nous appelons qu'on appelle soit la famille d'assurance, ils vont le déclarer et ils seront eux tous pris en charge sous le nom peut-être des ayants droit, ainsi de suite. Là. Donc ça, c'est comme ça que c'est organisé par groupe. Nous pouvons avoir des assurances de groupe, ou bien si quelqu'un n'appartient pas à un groupe de façon formelle ou bien ne veut pas aller, nous avons un produit dédié, une assurance individuelle où il peut souscrire. Mais dans ce cas, au lieu de prendre le groupe, il va falloir que nous puissions lui donner un questionnaire qui nous donne quelle
catégorie, de quelle catégorie il est, pour que nous puissions savoir dans quel groupe on va le mettre. Ok. Parce que souvent, c'est une question de mutualité, de groupe par groupe. Ceux qui sont des médecins et ceux qui sont peut-être des artisans ne doivent pas appartenir au même groupe. Donc, nous prenons chacun et nous le mettons dans le groupe qui le convient. Donc, voilà comment est-ce que cela fonctionne. Je vais vous poser une question. Pourquoi catégoriser les personnes? Pourquoi il y a différents types de groupes? Pourquoi un médecin ne peut pas se trouver dans le groupe d'un artisan ou d'un commerçant? Oui, parce que les activités menées ne sont pas les mêmes. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille à la main et avec peut-être des points chauds et autres là. Donc, il est plus exposé à un certain nombre de risques que le médecin qui est en consultation. Donc, l'exposition au risque n'est pas le même. Donc, c'est pour cela que nous donnons différents types de catégories. Donc, C'est pour une meilleure prise en charge, quoi, en fonction de l'activité de la personne. Je dirais que c'est une qualification de la mutualité. Oui, c'est la mutualité. C'est-à-dire, il faut que, si nous mettons beaucoup plus, excusez, je paraphrase, les poules ensemble, c'est mieux de gérer. On sait comment gérer beaucoup plus les poules que de mettre ensemble. Et les chèvres, on les gère séparément. Voilà, c'est ça le problème. On pourra aussi l'expliquer en termes de secteur d'activité. Parce que un artisan, par exemple, je prends par exemple un menuisier qui travaille du bois, qui travaille avec un marteau, qui travaille avec des clous, qui travaille avec du matériel risqué, aura une couverture particulière. Le risque est particulier, donc le coût sera particulier pour cette catégorie-là. Donc, pour harmoniser, pour uniformiser ce que nous appelons dans le jargon d'assurance les garanties, donc ce que leur assurance leur permet de couvrir, donc ça leur permet d'être dans une catégorie bien définie. Un médecin, il est au bureau. Le médecin, il consulte, il est assis. Il est, il ne met pas peut-être une activité physique aussi dense que, par exemple, l'artisan, qui fait que, on ne pourra pas les mettre ensemble, tout ça. Et donc, chaque type de chaque groupement aura donc son coût qui ira avec. Je pense que c'est dans ce sens-là que, M. Sabourin échangeait. Donc, du coup, que couvre, ça me permet donc de vous demander pour les internautes, que couvre aujourd'hui l'assurance santé à la GAB, par exemple. Okay. Parce que quelqu'un dit, d'accord, j'ai entendu, c'est important pour moi de souscrire une assurance santé, je dois être prévenant dorénavant, je dois anticiper, je ne dois pas attendre que le mal arrive avant de prendre des dispositions, parce qu'on sait ce que c'est, on court à gauche, on court à droite, il faut aller demander de l'argent à gauche. Vraiment, c'est la réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et donc, oui, maintenant que j'ai entendu et que j'ai une assurance, mais ça va me couvrir de quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. De l'assurance santé, il y a des garanties que nous appelons souvent les garanties de base et les garanties optionnelles. C'est-à-dire les garanties qui sont indispensables. Et ces garanties qui sont indispensables, lorsque vous êtes malade, la première chose, c'est d'aller en consultation. Vous allez en consultation, après vous vous faites soigner. Vous devez vous faire soigner, soit des soins, vous avez besoin peut-être des analyses, ainsi de suite. Ça, c'est ce qui rentre dans les garanties de base. Vous avez besoin peut-être d'être hospitalisé pendant des jours. Tout cela, ça rentre dans la garantie de base. C'est ce qui vous amène à sortir de l'état de détresse pour revenir à l'état normal. Donc, ça, c'est cet ensemble que nous appelons le panier de base. Et en dehors de cela, il y a des garanties optionnelles. Comme quoi? Comme la vitamine, par exemple, la vitamine et les fortifiants. Ça, ce n'est pas les garanties de base. Ça, c'est juste pour pouvoir vous remonter, pour faire ce truc-là. Ce n'est pas pour vous soigner, ainsi de suite. Il y a, par exemple, l'optique, qui est une garantie optionnelle, par exemple, ou bien vous avez l'évacuation sanitaire.
évacuation sanitaire où vous pouvez être évacué d'un centre vers un autre. Ça là, par exemple, ça c'est des garanties que vous pouvez avoir, des garanties optionnelles. Donc ce n'est pas des garanties obligatoires. Très bien, ok. Donc globalement, en matière de couverture, vous avez dit on a 2 catégories. On a les catégories, enfin on a les garanties de base, et puis on a les garanties optionnelles. Ouais. La garantie de base, c'est ce qui est habituel. C'est-à-dire, c'est les premiers secours, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire quand je tombe malade, forcément je dois aller en consultation. Exactement. Quand je finis d'aller en consultation, on me dira... Pour le diagnostic qui a été posé, il faut, on va pousser un peu plus pour savoir exactement pourquoi vous chauffez, par exemple. Exact. Et donc, on nous dit, par exemple, allez faire des analyses. Tout ça, c'est dans la garantie de base. Après cette étape, on me fait un traitement. Exact. Je suis peut-être hospitalisée. Donc, et après, à la fin, pour poursuivre le traitement, on me dit, tu vas à la pharmacie. Donc, garantie de base, c'est tout ce qui tourne autour des frais médicaux, pharmaceutiques, voilà, tout ça. Et garantie optionnelle, vous avez parlé de l'optique. Ça, c'est spécifique. C'est pas des pathologies habituelles. C'est vraiment au cas par cas. Donc, une entreprise, une personne individuelle peut décider de ne pas tout de suite acheter. Voilà, parce que c'est un principe de rachat. Exactement. On peut décider de ne pas racheter pour amoindrir le coût de l'assurance. On peut dire, bon, moi, je vois très bien, hein, pour l'instant, ce n'est pas urgent, donc je vais beaucoup plus me limiter, voilà, aux frais médicaux, pharmaceutiques et tout. Vous avez touché un mot, les vitamines, une garantie. Les vitamines, pour certains clients, quand je dis client, je dis l'employeur. Quand on va voir un employeur, aujourd'hui, on a certains employeurs qui ne comprennent pas pourquoi ils vont prendre la vitamine pour leur personnel. Parce qu'ils estiment qu'une vitamine ne guérit pas. On estime qu'une vitamine, même s'il y a une nuance, le docteur me dira, même s'il y a une nuance entre la vitamine et le complément alimentaire, en tout cas l'un ou l'autre, tel que l'autre le dit, complément alimentaire, parce que je suis malade. Quand on est malade, on n'a souvent pas l'appétit. Exactement. On n'aime pas manger, pourtant il faut manger. Donc pour stimuler l'appétit, on dit il faut aller prendre les vitamines. Donc je peux m'en passer. Donc est-ce que la vitamine guérit ? Si on est dans la définition de l'assurance maladie, où on dit, quand je tombe malade, je me guéris. Voilà, où on me guérit. Donc, on me guérit de base avec quelque chose de plus tangible, d'accord ? Mais pas une vitamine. Donc, on est parfois face à des clients qui demandent pourquoi on ne me prend pas, pourquoi on ne nous prend pas la vitamine. Parce que dans le quotidien, des cadres, même parfois des cadres, ils ne peuvent pas vivre sans vitamines. Et pourtant, il leur suffit. Docteur faire son apport. Oui, son apport sur ça. J'ai même, pour rigoler, en fait, j'ai même nous avons un client, par exemple, qui emploie des ouvriers. Tiens. Et donc, dans la police de ces ouvriers, il ne leur a pas du tout pris la vitamine. Du tout. Et donc, on lui demande pourquoi. Il dit, mais il bénéficie de la vitamine chaque jour. Parce que le soleil dégage la vitamine B9, je pense, hein, quelque chose comme ça. Si ce n'est pas du B9, c'est peut-être autre chose. Le docteur va me confirmer. Donc, au quotidien, voilà, la nature leur produit déjà de la vitamine. Donc, en principe, ils n'ont pas besoin d'en consommer parce qu'aujourd'hui, on remarque que dans les statistiques, c'est le produit pharmaceutique qui coûte le plus cher dans un contrat d'assurance. Les gens vont facilement en pharmacie pour acheter des produits. Et c'est la vitamine qui prime. Et donc, trop de vitamines aussi concourent, sauf erreur de ma part, le docteur va nous dire, à des produits, à des risques de foie, à des risques de cœur, etc., etc. Et donc, je pense que je vais laisser le docteur peut-être confirmer ou infirmer, me dire, mais la vitamine, c'est un élément, voilà, une garantie que beaucoup de clients, parfois, ils se battent sur ça. Ils veulent vraiment que leur employeur souscrive à cette garantie-là, sachant que est-ce que c'est pour un bien ou bien c'est pour un mal. Voilà. Je vous remercie. J'ai respiré profondément avant de répondre parce
que ça, c'est une question qui certainement vous revient souvent, Oui. mais qui nous vient aussi assez souvent. Heureusement que nous, dans notre position de médecin, on a tout fait de répondre. On ne saurait pas vous répondre. Il faudra que vous vous adressiez à une structure d'assurance pour comprendre pourquoi. Donc, mais en vous écoutant, j'ai compris pourquoi est-ce que cela a été géré de cette manière. J'ai compris qu'à un moment donné, il y a eu des débordements, il y a eu des excès et tout. Et c'est pour ça que la vitamine n'a pas été incluse systématiquement dans les paniers de base. Mais je vais dire qu'il faut nuancer un peu. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est optionnel, mais il y a des pathologies dans lesquelles Oui, la vitamine peut soigner. absolument. Je vais L'anémie, prendre, voilà, l'anémie, dans une oui. anémie par exemple. Mhm. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des compléments en fer dont on dispose, les gens mettent systématiquement de la à vitamine fait. C Mhm. pour que la personne ne soit pas obligée d'aller en racheter en plus. Parce que c'est une question Tout à fait. d'absorption. Mm. On est passé par une pathologie qui a fait assez de dégâts, c'était la période de Covid. Oui. La période de Covid, pour soigner quelqu'un qui avait une infection à Covid quand même assez parlante, on ne pouvait pas soigner sans vitamine. Vous l'avez dit, quand on est malade, parfois on ne s'alimente pas, mais non seulement ça, l'organisme peut perdre un peu en immunité. Et à ce moment, le rôle des vitamines qui seront prescrites, ce sera d'aider l'organisme à se défendre contre les germes. Parce que habituellement, nos cellules dans l'organisme, elles sont très intelligentes. Chaque fois qu'il y a une attaque, il y a un germe, quelque chose qui vient pour perturber un peu le fonctionnement. L'organisme se défend toujours. Il se défend toujours et à un moment donné, parfois, ces barrières, ces forces de défense sont dépassées. Et on se retrouve dans l'autre étape, on devient malade. Donc à ce moment, si on a besoin de soutenir les efforts que toutes nos cellules font pour se défendre, il faudra mettre des vitamines. Et donc les vitamines deviennent quelque chose qu'on est en train d'utiliser pour soigner. Et c'est à juste titre que j'ai pris l'exemple de la période Covid. On ne pouvait pas soigner sans vitamines. D'ailleurs, pour même les grippes les plus banales, on associe souvent de la vitamine pour le traitement. C'est pour soutenir les efforts de l'organisme qui se battent. Il y a même des pathologies qui touchent l'estomac où on est obligé d'ajouter un type de vitamine, donner la vitamine B, qui est différente de la vitamine D que le soleil produit par rapport à cet employeur qui en parlait. Donc, je pense que la question que les gens posent, elle est quand même pertinente parce qu'il y a beaucoup de conditions dans lesquelles on en a besoin. Mais quelqu'un qui n'est pas malade, c'est-à-dire qui ne s'est pas encore retrouvé au stade où les défenses de l'organisme sont complètement dépassées, il ne prendrait normalement pas systématiquement de la vitamine. Quand on a réussi à avoir une alimentation équilibrée et qu'on a un mode de vie sain avec de l'activité physique régulière, une bonne gestion du stress, on ne sera pas amené à prendre la vitamine. On sera amené à prendre la vitamine uniquement s'il y a un déséquilibre au niveau de ces piliers-là. L'alimentation équilibrée, mode de vie sain, activité physique régulière, bonne gestion du stress. Au niveau de ces piliers-là, quand il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas complet, oui, on peut être amené à se tourner vers des vitamines parce que l'organisme va manifester des signes qu'il y a un déséquilibre. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde plus dans notre mode de vie. Pour ces personnes qui se disent, oui, on est soumis à un rythme de travail un peu trop corsé, donc on a besoin de vitamines systématiquement. Quand on arrive à équilibrer les piliers de base, en principe, on n'a pas besoin d'apporter des vitamines. Très bien. Parfait. Bah, on a un panel très riche aujourd'hui. Et je vais vous demander à tous de répondre à une question. Je vais faire un tour et en 1 minute, chacun me dira ce qu'il pense et ce qu'il répondra. On entend souvent dire aujourd'hui, l'assurance est un mythe. L'assurance, c'est un luxe. Les assureurs, ils remboursent souvent pas. Madame Yasmine, un client qui vous pose cette question, que lui direz-vous? Alors, je lui dirais, bien sûr que les assureurs remboursent. Bah, ils remboursent ce qui est remboursable. C'est pour ça que quand j'ai en face... Aujourd'hui, l'assurance, oui, je peux confirmer que l'assurance est un peu un luxe parce que quelqu'un qui a une assurance a besoin d'aller dans un réseau de soins. Quand je dis réseau de soins, il a besoin d'aller auprès d'un prestataire. Aujourd'hui, la maladie coûte cher. Les prestataires, ils augmentent les prix. Donc,
dans ce sens, je dirais que l'assurance est un luxe. Parce que je consomme ce que je paye comme prime d'assurance. Mais je ne rembourse pas tout. Il y a ce qu'on appelle une couverture, ce que l'assurance couvre, mais il y a également de l'autre côté ce que l'assurance ne couvre pas, qu'on appelle généralement les exclusions. Et parfois, ces exclusions reviennent tellement cher que lorsque un utilisateur fait le comparatif, il se rend compte que il dépense plus cher même que sa propre assurance. Et finalement, il se demande pourquoi j'ai donc une assurance. Donc, c'est un vrai sujet. Malheureusement, j'ai qu'une minute. Je suis sûre que je suis en train d'être dans les 1 minute et j'espère qu'on aura une autre occasion pour mieux aborder ce thème-là. Et vous, docteur, c'est vrai, vous n'êtes pas du monde des assurances, mais vous collaborez avec beaucoup d'assureurs. Que répondrez-vous à ce type de questions? Alors, je dirais, déjà aujourd'hui, l'assurance n'est plus un mythe parce que parmi les patients que nous recevons au quotidien, il y a une grande proportion qui ont quand même déjà une assurance santé. Et au 21e siècle, d'ailleurs, ça ne devrait plus être un mythe. C'est ça qui fait toute la différence entre le système santé français, que les gens promulguent beaucoup, où la personne n'a pas vraiment sorti de l'argent dans sa poche, en comparaison avec nos systèmes ici, où il faut sortir de sa poche. Je dirais qu'on n'est jamais trop préparé, trop apprêté, par rapport à la maladie. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut se retrouver un jour de l'autre côté où les défenses sont dépassées avec des conditions économiques qui ne seraient pas reluisantes. Et tout à l'heure, je disais, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Guérir, ça coûte toujours plus cher que prévenir. Donc, être dans la prévention, c'est également avoir ce type d'assurance où vous payez juste une partie des fonds à dépenser quand vous allez à l'hôpital. Et luxe, on pourrait dire ça, mais aujourd'hui, vous avez quand même tout type de personnes de différents niveaux socio-économiques qui viennent vers vous quand même avec une assurance. Parce que par le passé, moi, je me disais, bon, c'est seulement des gens de certains niveaux. Mais aujourd'hui, quand on écoute comment la chose est présentée, tout le monde peut souscrire à une assurance. C'est parce qu'on a une population qui dit même l'accès à la santé, c'est un luxe. Ils ne le disent pas seulement pour l'assurance, ils disent aller à l'hôpital, c'est un luxe. C'est la perception culturelle que les gens ont de la chose. Les gens ne se rendent pas compte que la santé, c'est le premier capital. Okay. On court pour tout, on investit pour tout, sauf la santé. Parfois, la voiture est plus importante que sa propre santé. Donc, la santé n'est pas un luxe. La santé n'est pas un luxe. Et vous, M. Sabouran, en 1 minute? Je pense que vous connaissez ma réponse déjà. Non, si nous prenons, qu'est-ce que nous pouvons appeler un mythe? Un mythe, c'est ce qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas quelque chose, on dit que ah, là, ça c'est un mythe, ça. Mais lorsqu'on le comprend, là, ce n'est plus, on a démystifié, comme on utilise le terme. Donc, quand on comprend quelque chose, ce n'est plus un mythe. C'est parce que les gens ne comprennent pas le mécanisme de fonctionnement de l'assurance maladie qui peuvent peut-être dire que l'assurance maladie est un mythe. Peut-être que j'espère qu'ils ont compris un peu à travers ce que nous avons dit ce matin. Maintenant, quant au luxe, je pense que, par analogie, aujourd'hui, on dit que la voiture n'est plus un luxe, la voiture est d'utilité. Si nous savons que nous avons besoin d'une anticipation sur comment est-ce que nous allons gérer notre santé et nous prenons les dispositions pour ça, ça ne peut pas être un luxe pour nous. Donc, ça veut dire que c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons des rêves que nous voulons réaliser. Mais si nous ne mettons pas en place le mécanisme qui peut nous aider à y aller, c'est comme quelqu'un qui est à moto et qui a une crevaison. S'il ne va pas chez le vulcanisateur pour réparer son pneu avant d'aller, il va rester là. Alors que c'est la même chose pour la santé. Si nous avons une disposition antérieure et qui nous permet que lorsque nous sommes malades, on va se remettre d'appoint pour pouvoir partir, je pense que ce n'est pas du tout un luxe, c'est plutôt on a besoin de ça pour pouvoir réaliser nos rêves. Merci beaucoup. Dans cet épisode, on aura retenu que la maladie ne prévient pas, mais on peut mieux s'y préparer pour en faire face. Madame Yasmine, Dr Joyce, Monsieur Sabouran, je vous remercie. Comme je l'ai dit,
Ce panel a été très riche et très intéressant. Alors, vous qui nous écoutez depuis votre maison, votre voiture, votre environnement professionnel, chers internautes, n'attendez plus. Commencez par adopter les bons gestes, les bons réflexes. La santé, il faut pouvoir mettre en place tout un dispositif pour le gérer, pour bien se sentir, pour pouvoir réaliser ses rêves de tous les jours. Aujourd'hui, la Générale des Assurances du Bénin vous accompagne chaque jour un peu plus. Alors, n'hésitez plus, faites le bon choix. Et vous aussi qui avez des questions à notre endroit, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur info@gabassurance.com. Ces questions feront bien évidemment objet de débat sur cette émission. Pour le moment, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du Cambio Gab.